Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Les deux coprésidents de la commission provisoire sur la réconciliation nationale ont remis cette semaine au président de la République les conclusions de leurs 5 années de travail sur le terrain. C'est un document de 300 pages qui retrace, selon Monseigneur Vincent Koulibaly et Elhadji Mamadou Saliou Camara, toutes les exactions que le pays a connues de l'indépendance en nos jours. Il contient également les recommandations sur la mise en place des mécanismes d'une justice transitionnelle en Guinée. Bah Mamadou Alpha. La Guinée a besoin de vérité, justice, réparation et de réformes institutionnelles profondes pour assurer un développement serein au service des générations futures. C'est le constat fait par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale après avoir écouté les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur du pays sur la réconciliation des fils de la nation. À cet effet, la CPRN recommande que le gouvernement s'engage à la mise en place des mécanismes de la justice de transition, répondant effectivement aux attentes formulées par les populations au cours des consultations nationales. 2. Que le gouvernement, les Nations Unies et les autres partenaires techniques et financiers engagent des discussions urgentes en vue de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport au niveau stratégique, programmatique et opérationnel. 3. Que la communauté internationale poursuive son appui au processus de réconciliation en Guinée en assurant le financement nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations. À cela s'ajoute la création par voie législative d'une commission de vérité pour prendre en charge les violations des droits de l'homme, à savoir assassinat, arrestation et détention arbitraire, pillage des biens, actes de torture, exécution sommaire, violence sexuelle, incendie des maisons, décision judiciaire injuste, exécution des personnes par le feu, exil forcé, dénonciation des victimes pour les faire tuer, spoliation des biens et des propriétés, expropriation pour cause d'utilité publique sans indemnisation, expulsion. B. Enquêter sur les violations commises de 1958 à 2015. La CPRN émet aussi le souhait d'intégrer dans le mécanisme de réconciliation la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes victimes d'exactions et qui continuent de souffrir encore. Que des réparations urgentes soient engagées pour des victimes dont la situation de vulnérabilité est attestée et nécessite une prise en charge médicale et psychologique. 14. Qu'un programme de réparation réaliste, tenant compte des réparations individuelles, collectives, matérielles et symboliques, soit proposé par la commission vérité à la suite des travaux. À cette occasion, la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a souligné qu'initier ce processus de réconciliation, c'est aussi choisir de lutter contre l'impunité. Séraphine Ouakana a invité les acteurs de saisir cette opportunité pour poursuivre le dialogue, seule voie de consolidation de la paix et de la démocratie. En recevant ce rapport aux mains des deux vice-présidents de la CPRN, le chef de l'État a réitéré son engagement aux Guinéens d'assumer les responsabilités de toutes les violences commises dans le pays. Alpha Condé décide aussi d'aller jusqu'au bout de cette mission de réconciliation nationale déjà entamée, car pour le chef de l'État guinéen, un mort est égal à un autre, donc il faut que justice soit rendue dans tous les dossiers d'atrocité. Sayo Kourouma. La réconciliation nationale en Guinée, c'est l'affaire de tous les Guinéens.
À travers ce sketch, des humoristes appellent les Guinéens à tourner les pages sombres de leur histoire. Ce slogan scandé est aussi et surtout une préoccupation du chef de l'État guinéen. Pour Alpha Condé, il lui revient désormais de conduire à bon port cette activité enclenchée par la CPRN. Et la commission peut toujours compter sur le président de la République. Quand vous avez contribué à mettre un enfant au monde, vous devez veiller aussi à comment cet enfant va grandir, comment il va être éduqué. Sinon, vous détruisez l'enfant, vous le remettez au monde pour rien. Donc votre travail n'est pas fini. Vous n'allez pas me donner votre rapport et penser que c'est fini, vous allez retourner à la mosquée, vous allez retourner à la cathédrale. Ensemble, nous allons continuer ce travail et j'encourage nos partenaires à nous accompagner. Cependant, dans cette histoire de réconciliation, une particularité se dégage. En Guinée, pour Alpha Condé, ceux qui ont été des victimes ont aussi été des bourreaux. D'où toute la complexité de la tâche. Mais comme la réconciliation des Guinéens est une nécessité, le chef de l'État guinéen s'engage à assumer toutes les responsabilités des différentes atrocités. Je dis qu'en tant que président de la Guinée, j'assume toute l'histoire de la Guinée dans ses aspects positifs, mais surtout dans ses aspects négatifs. Je ne veux pas comment faire dans le Cambouaro, ou comment faire dans les événements de Kindia, ou comment faire dans le 27 ou du 28 septembre. Donc, parce que tous ces événements, le peuple de Guinée les a subis, les familles les ont subis. On peut ne pas oublier, mais on peut pardonner. Mais pour pardonner, il faut que vous ayez la conscience qu'on vous a rendu justice. Je crois qu'il est très important de rendre justice aux Guinéens. Mais la tâche semble difficile et les défis sont colossaux. Tout de même, on ambitionne de rendre effective cette activité. Pour matérialiser ce souhait, le président guinéen insiste sur le dialogue et l'acceptation. Un mort, comme je l'ai toujours dit, un mort égale un mort. Si on veut rendre justice, il faut qu'on rende justice aux victimes du Cambouaro, aux victimes de 85 à Kindia, à toutes les autres victimes. Mais cela ne peut pas se faire si on ne se parle pas franchement. Mais comme je dis, il est difficile de parler franchement, parce que dans les mêmes familles, vous trouvez et les bourreaux et les victimes. Les projecteurs sont désormais braqués sur le palais Sékou Touré quant à la réalisation de cette démarche de réconciliation tant souhaitée par les Guinéens. Des victimes des atrocités saluent cette volonté des autorités guinéennes à faire la lumière sur les pages sombres de l'histoire du pays, tout comme la présidente du Conseil national, la présidente du Conseil économique et social. Ils fondent tout l'espoir que cette réconciliation va aboutir à l'union des Guinéens pour le bonheur de la Guinée. Nous allons suivre successivement Lamine Camara et Hadja Rabiatou Sera Diallo. C'est un très grand pas. Il y a un mot surtout qui a été dit qui est certainement pour moi le plus important, c'est le mot pardon. Il n'y a pas d'avenir sans pardon, a-t-il été dit ici. Et nous estimons que le travail qui a été abattu, qui est fondé non seulement sur la vérité, mais sur la justice, sur l'esprit de réconciliation, mais aussi sur le fait que nous devons travailler de telle manière que plus jamais cela ne se reproduise ici. J'espère qu'on va y arriver si on se donne vraiment le cœur. Comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, il faudrait que les Guinéens acceptent de dire la vérité. Il faudrait qu'on arrive à se regarder en face pour dire toutes les vérités, pour qu'on puisse vraiment tourner la page de l'histoire guinéenne. Parce que tant qu'on ne lit pas notre histoire, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc moi je suis victime des événements du 28 septembre, je suis victime aussi des événements du Cambouaro. Donc ce que je peux dire, il faudrait absolument qu'on ait cette justice pour parler du pardon. Je vois que le futur pour la jeunesse, il faut qu'on se donne la main. Mais il faut qu'il y ait cette vérité, il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait justice. Donc si tout cela est fait dans notre pays, il n'y a pas de raison que demain les jeunes héritent un lourd héritage. Il faut donner un héritage consommable à cette jeunesse qui vont prendre la relève. Également présent à cette rencontre, le chef de file de l'opposition salue la démarche, même s'il estime que le défi est immense. Les propos de Cellou Dalein Diallo sont recueillis par Sayon Kourouma.
J'y crois, je suis partisan, je suis militant de cette réconciliation. Je souhaite qu'elle ait lieu. Je souhaite qu'elle ait lieu. Elle est indispensable pour la cohésion sociale et pour l'unité de la nation. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et c'est pourquoi je salue le travail qui a été fait. Il reste un défi. Le défi majeur de la mise en œuvre des pertinentes recommandations qui étaient formulées à l'issue de ce travail. Je pense que c'est un excellent travail qui a été fait ces dernières années, je l'ai dit, et je félicite tous qui ont contribué à ces réflexions, à ces enquêtes, à ces consultations pour finalement produire le document dont le résumé nous a été fait par Monseigneur Vincent Coulibaly. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'une campagne de sensibilisation s'est tenue cette semaine à Conakry. L'initiative est de l'homme d'affaires Aboubakar Bobodi Kamara en collaboration avec les jeunes de la capitale et toutes les entités sociales du pays à faire preuve de responsabilité pour la cohésion sociale en Guinée. Saloum Kondé. 24 heures après la remise officielle du rapport final sur la réconciliation nationale au président de la République, des campagnes de sensibilisation commencent déjà à Conakry. Ces plénières visent à rassembler le peuple de Guinée. Ce jeudi à Kaloum, la diversité des intervenants a entraîné des prises de parole, souvent dans des langues locales, pour expliquer aux citoyens les biens fondés de la réconciliation. Il est important ici d'interpeller le chef de l'État, le président de la République, à faire une réelle volonté politique afin que la plateforme de consultation nationale soit une réalité dans le pays. Et cela d'ailleurs se prouve. C'est ce qui nous pousse d'ailleurs à ce que nous nous retrouvions ici pour informer et sensibiliser. Parce que chacun de nous n'a pas la chance de suivre la télé nationale. Mais ces dernières années à Conakry, les manifestations sur l'axe Bambeto-Koza ont souvent entraîné des morts. Pour les jeunes de Ratouma, cette réconciliation est une opportunité à saisir vu l'engagement du président et des leaders de l'opposition. J'interpelle ici mes amis au sein de l'axe Hamdallah Bambeto, puisque c'est des jeunes qui ont été éprouvés par la souffrance, c'est des jeunes qui ont connu assez de douleur, mais aujourd'hui nous avons la chance, un président qui dit « je vous appelle à la réconciliation ». Nous avons la chance, une opposition qui dit « nous sommes prêts à aller vers cette réconciliation ». Nous avons la chance, à toutes les religions confondues, qui veulent se confondre dans cette réconciliation nationale. Il s'agit là de saisir cette opportunité et de ne pas rater cette opportunité-là. Et puisque si nous ratons cette opportunité, cela veut dire qu'encore nous sommes partis pour une éternité de crise. Pour l'homme d'affaires Aboubakar Bobodi Kamara, initiateur de cette rencontre, malgré les différends et la diversité linguistique dans le pays, la réconciliation est indispensable en Guinée. Selon lui, les autorités et la société civile doivent prendre leurs responsabilités à promouvoir la paix. Et Selou et Alpha Condé, nous dirons qu'ils sont de même père et de même mère. Ils sont de la même famille, tous fils du pays, toute personne qui peut apporter la paix dans ce pays, comme ils l'ont fait hier, que de faire sortir les jeunes dans les rues. Ils doivent se donner la main dans l'intérêt du pays. La politique, c'est pour eux, et la rue, c'est pour le peuple. C'est ce que nous voulons. Après cette rencontre, plusieurs autres mobilisations sont prévues pour rassembler davantage les citoyens autour de ce vaste projet de réconciliation nationale. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage de Saloum Kondé rendu en studio par Alceni Diallo. Le 26 juin de chaque année est déclarée Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture en Guinée. Elle a été célébrée sous le thème « Lutter contre la torture et les violences basées sur le genre ». C'est contribuer à la consolidation de la paix. C'est à cette occasion donc qu'un séminaire d'information, de sensibilisation et de plaidoyer a été organisé à cet effet. Le compte rendu est signé Li Mariam Bailo.
Partout de par le monde, les personnes de tout genre continuent d'être torturées par des acteurs étatiques ou non. Bien qu'elle soit absolument interdite par le droit international, cette pratique reste répandue et de plus en plus inquiétante. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a organisé ce séminaire de 2 jours à l'intention des responsables de la loi pour évaluer le niveau d'application des dispositions de la Convention contre la torture tant au niveau législatif que politique. Si cette journée est organisée en Guinée aujourd'hui, c'est grâce à la collaboration des autorités gouvernementales. Que l'occasion me soit permise de remercier très sincèrement le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que le ministère de la Justice, le ministère de l'Action sociale, pour la volonté exprimée, traduisant ainsi la politique du gouvernement d'améliorer la situation des droits de l'homme en République de Guinée. La question de la torture étant une préoccupation majeure, cette journée sera essentiellement consacrée à un plaidoyer auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale et particulièrement au personnel judiciaire. Présente à la cérémonie officielle, la représentante du système des Nations Unies a témoigné de son soutien aux victimes de torture. La torture ne doit jamais être utilisée, quel que soit le moment ou les circonstances, y compris dans un conflit ou lorsque la sécurité nationale est menacée. En cette journée internationale, nous exprimons notre solidarité avec les centaines de milliers de victimes de la torture et les membres de leurs familles dans le monde entier et leur témoignons notre soutien. La Convention contre la torture, ratifiée à ce jour par 159 États membres de l'ONU, elle dispose que les États doivent veiller à ce que les victimes d'actes de torture relevant de leur juridiction obtiennent réparation, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Pour éviter ce genre de pratique dans notre pays, le ministre de la Justice a appelé à une prise de conscience de chacun et de tous. Dans tous les cas de figure, un acte de torture, elle est prohibée, elle est condamnée jusqu'à la dernière limite. Il faut que ça soit ancré dans la tête de tous les Guinéens. Ça nous permettra d'éviter les dérapages. La Convention contre la torture est ratifiée à ce jour par 159 États membres de l'ONU, ce qui implique que ces États doivent veiller à ce que les victimes obtiennent réparation, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation. Autre chose, dans cette rétrospective de la semaine en prélude de l'instauration du repos biologique, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture a conféré avec les cadres relevant de son département objectif rendre effectif l'application de cette mesure. Aïssata Fofana. Lorsqu'on parle de respect de cette période, c'est sur vous, inspecteurs, que nous comptons entièrement. C'est en ces termes que le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a voulu marquer les esprits en rappelant l'importance que la surveillance occupe lors de l'observation du repos biologique. Pour André Loa, la vigilance doit être de mise. C'est lorsqu'on a décrété qu'on observe le repos biologique que d'autres esprits malins puissent profiter du fait que le repos biologique concerne une zone qui est un peu au-delà, ou qui n'est pas à la portée de la surveillance côtière, que ces gens-là aillent là-bas pour pêcher. C'est pourquoi nous avons demandé aux inspecteurs d'être plus vigilants, non seulement de renforcer la surveillance aérienne, mais aussi la surveillance côtière aussi et hôtelière. Ce repos, institué pour permettre aux espèces halieutiques de se reproduire, interdit formellement des activités de pêche industrielle, une mesure que le ministre André Loa trouve non négociable. Les sociétés qui ont les droits de pêche pélagique auront le droit pendant toute cette période de continuer à pêcher. Mais les autres, ils n'ont pas le droit de pêcher. Et donc, c'est pourquoi on a demandé aux inspecteurs d'être très vigilants et regardants. Et j'ai dit, si une zone qui est affectée à une base n'a pas fait l'objet d'une bonne surveillance de la part des inspecteurs, et si on est au courant qu'il y a eu une pêche illicite dans cette zone, on relève purement et simplement les inspecteurs de cette zone.
Et dans la mise en œuvre de cette politique de surveillance, le décompte se fera à partir de la ligne de base jusqu'à la limite de la zone de 60 000 marins. Il y a deux lignes sur lesquelles nous comptons très scrupuleusement. Vous avez la ligne de base et la ligne de pêche. La ligne de base, ça c'est tracé à partir de la laisse de basse mer. Généralement, tout calcul commence là-bas. Mais il y a la ligne de pêche qui tient compte de deux paramètres. Il y a l'isobat et il y a les 12 000 nautiques et les espèces, les zones protégées. Donc quand on dit ligne de pêche, à partir de cette ligne, aucun bateau ne doit rentrer pour pêcher dedans. À partir du 30 juin donc à 0h jusqu'au 31 août 2016, l'exercice de toute activité de pêche industrielle est suspendu à l'intérieur des zones concernées, ceci selon un arrêté du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Restons dans le même domaine pour parler de cette rencontre d'échange et d'informations en vue de l'abandon de l'utilisation des monofilaments en Guinée a réuni une trentaine de personnes cette semaine au ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Il était question d'informer les participants sur les monofilaments et leur impact sur l'environnement et la pêche afin d'établir un plan d'action de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre cette pratique. Soirée Bouaka. Malgré l'interdiction de leur utilisation, les filets filmements restent les plus prisés par la pêcherie artisanale guinéenne. Pourtant, les impacts de ces filets sur l'environnement côtier et marin en général préoccupent de nos jours, à plus d'un titre, les gardiens de la nature. En Guinée, ce produit non sélectif et non biodégradable est utilisé à grande échelle. C'est pourquoi les pêcheurs ont été invités autour de cette table pour voir un peu plus clair sur l'impact négatif de ces filets sur leur activité. Abdoulaye Souma, le secrétaire général de l'association des jeunes pêcheurs, lui semble avoir bien perçu le message. L'utilisation des monofilaments n'a pas de choses, ça crée, ça détruit l'écosystème marin et puis ça empêche à ce que ça empêche le futur de mieux donner de l'abondance. Donc le monofilament, l'acteur doit comprendre qu'on doit l'éradiquer dans nos systèmes, dans nos coutumes, dans nos mœurs. Et pour cela, ces pêcheurs sollicitent un accompagnement de la part des autorités. Ils demandent des intrants de pêche conventionnels. Pour le président du PRCM, Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, la volonté de lutter contre cette pratique existe bel et bien en Guinée, mais une véritable alternative manque au pays. Il y a une mobilisation forte des acteurs pour l'abandon de cette pratique néfaste pour l'environnement et pour la durabilité de la ressource. Qu'il y a une bonne entente entre les acteurs, les usagers qui sont des pêcheurs et les administrations en charge de la réglementation. Ce qui manque, c'est peut-être des alternatives encore pour l'abandon de cette pêche, des mesures d'accompagnement qu'il faudra mettre en place pour encourager les pêcheurs à abandonner cette pratique néfaste pour l'environnement et pour la ressource. La durée d'exploitation des filets filmements ne dépasse pas 6 mois, mais il n'est biodégradable qu'après plus de 50 ans. Doter la Guinée d'un pôle d'animateurs socio-éducatifs capables d'organiser des activités liées à l'éducation populaire, tel est le credo de l'animation socio-éducative. Ils sont plus de 880 jeunes formés dans ce sens depuis le début du projet il y a 6 ans. Cette semaine, un atelier de plaidoyer auprès des collectivités pour leur prise en compte dans le développement local a été organisé par le ministère de la Jeunesse. Alcine Diallo. Les animateurs socio-éducatifs sont considérés aujourd'hui comme les porte-voix des autorités à tous les niveaux. Ces jeunes formés à l'éducation populaire rencontrent de nombreuses difficultés pendant les différentes activités qu'ils exercent sur le terrain, d'où l'organisation de cet atelier de 2 jours sur leur prise en compte dans le développement local. Ce projet est initié depuis 2012 par le ministère de la Jeunesse. Et c'est un projet qui se situe dans le cadre de la formalisation du secteur de l'animation socio-éducative en Guinée, en dotant de la Guinée d'un pool d'animateurs spécialisés, donc des jeunes spécialisés pour les questions d'animation socio-éducative. Et
ce pôle a le droit de promouvoir l'animation socio-éducative en Guinée à travers l'éducation populaire. Initiée par le ministère de la Jeunesse, cette rencontre regroupe les élus locaux de 33 préfectures, accompagnés chacun d'un animateur. Pour le représentant de l'UNFPA, ces 2 jours d'échange et de partage devront permettre aux animateurs socio-éducatifs de participer pleinement au développement communautaire de leur localité. Djouga Diallo promet que son institution mettra tout en œuvre pour ces jeunes. Oui, ces jeunes, comme vous le savez, ont été formés pour avoir des capacités dans la communication, la sensibilisation aussi. Et donc, il sera mis à leur disposition du matériel de communication, effectivement, mais en plus aussi, on va mettre à leur disposition des locaux et du matériel pour qu'ils puissent mettre en œuvre tous ces programmes et projets qui vont être définis. Il reste entendu que les moyens qui seront mis à leur disposition dépendront des stratégies et programmes définis. Pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, cette réunion avec ces animateurs qui sont des promoteurs du développement communautaire apportera un plus aux collectivités. J'ose croire qu'au terme de la présente rencontre, cette vision du ministère enregistrera votre adhésion et ouvrira des portes de vos collectivités à ces jeunes qui ne demandent qu'à être associés pour investir leur potentiel dans le développement de leur communauté. Un mot de politique dans cette rétrospective de la semaine. Aluseni Makanera Kake de plus en plus critique envers le président de la République depuis qu'il a été débarqué du gouvernement. L'ex-ministre de la Communication vient de se prononcer sur le discours controversé du chef de l'État tenu le 28 mai dernier au siège de son parti. Et sur le plan économique, Makanera pense que la gabegie actuelle du régime dépasse de loin le temps de Lansana Conté. Tout cela, voyons avec Sayoun Kourouba. Depuis qu'il a rejoint l'opposition, Aluseni Makanera Kake ne tarit pas de qualificatif pour tacler la gestion du pouvoir d'Alpha Condé. L'ancien du RPG Arc-en-Ciel, parti qu'il a quitté il y a quelques mois, se souvient encore de certaines histoires qui ne font aucun cadeau à son ancien allié. Je me rappelle en 1993, j'ai un ami vendeur de thé qui m'a dit: Makanera, le problème guinéen c'est quoi? J'ai dit: je ne sais pas. Et d'ici demain, une souris devient présidente de la République de Guinée, c'est les chats guinéens qui deviennent ses gardes-corps, ses bérets rouges. Parce que vous mettez quelqu'un au pouvoir aujourd'hui, demain vous faites lui Dieu. Mon frère, c'est ce que j'ai refusé. Je l'ai refusé. J'ai dit au président Alpha Condé devant témoin, la gabégie actuelle de notre régime dépasse de loin le temps de Lansana Conté. Demandez Fofana qui est chargé de relations avec les institutions. Limogé du gouvernement au lendemain de la réélection du chef de l'État, Aluseni Makanera Kake, très furieux contre son ex-patron, demande aux Guinéens de se démarquer de celui-ci. Ne faites pas comme le professeur Alpha Condé. C'est très grave pour nous. Vous pouvez voler tout l'argent de la Guinée. Vous pouvez violer toutes les filles de la Guinée. Vous pouvez faire tout. Si vous ne vous opposez pas à sa pensée, vous êtes honnête. Il suffit seulement que vous ne soyez pas avec lui pour que vous deveniez malhonnête. Mais regardez, même dans son gouvernement, ceux qui ont martyrisé les gens du RPG, les mettre dans les conteneurs, ils sont membres de son gouvernement parce qu'ils ont accepté de le suivre. Ils sont honnêtes aujourd'hui. Mais même ceux qui sont morts, qui n'ont pas voulu le soutenir quand il était dans le combat, ils sont malhonnêtes dans leur tombe. Ça, ce n'est pas un débat politique. Un homme politique, il s'oppose à quelqu'un. Tant que tu as le pouvoir, tu peux faire du tort aux gens. Dans son réquisitoire contre son ancien collaborateur, le président du mouvement d'Imboré estime que le bilan du pouvoir actuel est négatif. C'est pourquoi, avec ses pairs de l'opposition, ils ambitionnent grand. Notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est amener la population à comprendre que le pouvoir là, c'est pour eux, qu'ils ont la possibilité de changer quand ils veulent. Mais quand ils ne veulent pas, ça ne changera pas. Et ça, c'est votre rôle pour les faire comprendre. Pour Aluseni Makanera Kake, sans les manifestations, les Guinéens ne pourront pas mettre fin à ce qu'ils qualifient de dérives dictatoriales. C'est pourquoi ils donnent un rendez-vous à leurs militants au lendemain du mois saint de Ramadan.
Dernier élément de cette rétrospective de la semaine, les hommes en uniforme de nouveau dans l'assainissement. Cette action civilo-militaire vise à débarrasser la capitale Conakry de l'insalubrité qui jonche les différentes communes. Officiers, sous-officiers, hommes de rang étaient tous mobilisés cette semaine le long de l'autoroute Fidel Castro. Moussa Sifa Kamara. Une armée déterminée pour soigner l'image de la capitale guinéenne à travers cette opération d'assainissement. Très tôt ce mardi matin, les abords des rues et caniveaux ont été la cible des hommes en uniforme. Munis de manchettes, de râteaux ou encore de coupe-coupe, ces hommes de tenue sont déterminés à être utiles à leur population. Ce nettoyage de surface est témoin pour les militaires de se rapprocher des citoyens. Il s'agit de rapprocher l'armée de sa population, de son peuple. Vous savez, ce concept armée-nation est un des objectifs de la réforme du secteur de la sécurité. Par la voix des officiers, l'armée entend élargir cette action sur d'autres sites de la capitale. Ce programme d'assainissement, ce n'est pas un feu de paille, ça va continuer et ça va s'inscrire dans la durée. Les jours à venir, les engins lourds seront engagés à travers le génie militaire pour rendre propre d'autres lieux inscrits dans l'agenda des responsables. Les points ciblés pour les prochaines étapes, Bessia Marché, le point de regroupement de Symphonia, la cantine Obeka, Wanindara et le marché de la tannerie. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est terminé au compte de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.